soyez allé ou non dans l'un de ces parcs d'attractions, il y a entre vous et Walt Disney comme une connivence. Car même si vous n'êtes plus un enfant depuis longtemps, ces histoires, ces couleurs, ces personnages vous sont familiers. C'est que, depuis toujours, vous êtes sous influence. Vous êtes sous l'influence de celui qui a été l'artiste le plus récompensé d'Hollywood et qui a créé, avant même d'avoir 30 ans, un véritable empire. Mais ce que vous ignorez sans doute, c'est pourquoi et comment cet homme, Walt Disney, a acquis un tel pouvoir au point de façonner votre imaginaire comme il a façonné celui de plusieurs centaines de millions de personnes, de génération en génération et d'un bout à l'autre de la planète. Et ce que vous ignorez surtout, c'est que Walt Disney ne voulait pas seulement amuser le monde, voire l'émerveiller, il voulait le transformer. Et le transformer radicalement. L'histoire de Disney commence à côté de la petite ville de Marceline, dans le Missouri, un État du Midwest des États-Unis. Ce n'est pas là que le petit Walt naquit un peu avant Noël, il y a 120 ans, mais c'est là qu'il eut toute sa vie le sentiment d'être venu au monde. Il y arriva à l'âge de 4 ans et demi, lorsque son père, qui avait exercé jusque-là la profession de charpentier, déménagea de Chicago pour devenir fermier. Elias Disney, le père de Walt, c'est lui. Et à côté, c'est Flora, sa femme. Walt est le 4e de la fratrie et Ruth, la petite dernière. 2 parents, 5 enfants. Disney dira plus tard, alors même que lui n'aura que 2 filles, être 7 dans une famille, c'est le nombre idéal. Enfant, l'idéal, il ne le trouve pas du côté de son père, qui est un homme particulièrement dur, non seulement autoritaire, mais violent. Et c'est au quotidien que pleuvent les coups. Elias a l'esprit d'entreprise, mais ses initiatives professionnelles échouent le plus souvent et sa famille vit au rythme de ses échecs dans des conditions plus que modestes. Mais par chance, il y a la campagne de Marceline et à peine franchi la porte du domicile familial, se raconte une toute autre histoire que la tragicomédie paternelle. Le petit Walt découvre les animaux, les arbres, les rivières, tout ce que la nature offre aux enfants que le monde des adultes déçoit, tout ce que lui-même décide du coup de prendre pour modèle et d'honorer comme les divinités de sa religion personnelle. En septembre 1917, les Disney retournent vivre à Kansas City, puis à Chicago. Dans ces villes plus grandes et dynamiques que Marceline, Walt, que le dessin attire sans qu'il sache encore bien à quoi cette attirance pourrait aboutir, Walt a la possibilité d'y suivre des cours dans un institut d'art. Comme c'est l'une des rares fois où son père le laisse un peu agir à sa guise, il en profite, mais très vite, le voilà qui tourne en rond. Une pulsion l'anime. Il a besoin de voir de ses propres yeux. Et on ne comprend d'ailleurs rien à Disney si on ne comprend pas qu'il est d'abord et avant tout ce que Victor Hugo appelait un regardeur. Alors qu'il n'a que 16 ans, Walt trouve un travail à la Missouri Pacific Railroad et devient vendeur de journaux et de sodas à bord des trains de cette compagnie ferroviaire. Entre 2 transactions, il regarde le plus souvent possible par la fenêtre et pendant quelque temps s'en satisfait. Mais son besoin d'ailleurs est trop fort pour qu'il en reste là. La France dont les journaux américains ne cessent de parler à cause de la guerre de 14-18 qui l'ensanglante. Et si ce pays lointain était le nouveau monde qu'inconsciemment il cherchait. Disney avait une relation filiale particulière avec ses parents, une relation d'admiration, mais aussi une réaction de fuite. Ce n'est pas un hasard si à l'âge de 16 ans, il ne cherche qu'une seule chose, c'est de partir loin du cocon familial.
C'est assez caractéristique de Walt Disney, il est à la fois très ancré dans cette enfance qu'il a eue aux États-Unis, dans le Midwest, avec les animaux, la ferme, et son envie finalement de découvrir le monde. Il a besoin de fuir aussi un petit peu chez lui, parce qu'il a une famille, un père en particulier, qui est extrêmement difficile avec ses fils. Et donc, comme il a vu partir son grand frère vers la France, c'est aussi son envie finalement de le faire. Du coup, il va trafiquer son âge pour pouvoir être enrôlé un an plus tôt que prévu. Mais il est presque déçu parce qu'il arrive en novembre 1918 en France. Donc il y a une espèce de part de déception assez absurde, en quelque sorte, de ne pas avoir combattu comme soldat. Il devient ambulancier dans la Croix-Rouge et lorsqu'il est en permission, il sert de chauffeur pour les généraux américains. Donc en fait, il va accompagner les généraux et leurs femmes aussi qui débarquent juste après la fin de la guerre pour visiter la France. Il découvre le Mont-Saint-Michel, il découvre l'architecture anglo-normande de la Normandie, Paris, qui est une révélation énorme pour lui, d'une ville chargée d'histoire, et tout le nord de la France jusqu'à l'est. Il est bouleversé par la cathédrale de Strasbourg, par les automates de la cathédrale de Strasbourg. Et sans doute qu'une partie des scènes d'automates dans Pinocchio, où on voit Geppetto fabriquer des petits automates avec ses horloges, sont inspirées à Walt Disney par sa découverte des automates de la cathédrale de Strasbourg. Même le jazz, par exemple, il va le découvrir en France. C'est pas aux États-Unis qu'il va découvrir ce genre musical. C'est dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. C'est ce qu'il va découvrir à l'époque. Les soldats américains, les soldats noirs qui font du jazz, c'est là qu'il le découvre parce que quand on a grandi à Kansas City ou à Marceline dans le Missouri, la vision qu'on a du monde et même la vision de l'Amérique, elle est très limitée. Donc la France, pour lui, ça va être vraiment la grande découverte, une des grandes découvertes de sa vie. Au retour de Disney aux États-Unis, à l'automne 1919, son père lui propose un poste dans la fabrique de confitures qu'il vient de monter. Un emploi en or pour un garçon d'origine modeste, lui explique-t-il. Mais Walt refuse et décide de se lancer dans la publicité. Lui, dont la formation de dessinateur est plutôt mince, il croit en son talent et en tout cas à sa bonne étoile. Tout en faisant la promotion des produits les plus variés, comme Newton dans son verger, il espère qu'une pomme lui tombera sur la tête pour découvrir son Saint Graal. En attendant, il persévère dans le monde du dessin publicitaire, commence à se faire un nom et réalise à 20 ans ce petit dessin animé. Progressivement, Disney se forge une conviction. Son sort doit se lier à celui du cinéma qui, comme lui, n'en est encore qu'à ses débuts. Et alors, pour la première fois de sa vie, il se lance un véritable défi. Intégrer une vraie petite fille dans des scènes animées et mettre ainsi en image ce qui fonctionnera toute sa vie comme son fantasme fondamental, traverser le miroir. Ce sera les Alice Comedies. Les aventures de la petite Alice qu'accompagne souvent un chat nommé Julius et qui se retrouve à Cartoonland, un monde étrange où cohabitent personnages de dessins animés et êtres humains, un monde où manifestement Disney rêverait de vivre lui-même, tant lui pèse l'opposition entre l'imaginaire et le réel, cette séparation inventée par les gens raisonnables pour isoler les rêveurs et les poètes. Sur le premier film d'Alice, Disney travaille sans relâche, se nourrit de haricots en boîte et dort dans son bureau. Mais quand le dessin animé est enfin terminé, il est trop tard. La jeune société qu'il a créée n'a plus assez d'argent pour poursuivre ce projet ambitieux et elle fait faillite. Walt Disney vient d'essuyer son premier échec. Il raisonne avec ceux de son père, qui a raté la plupart des entreprises dans lesquelles il s'était lancé. Tel père, tel fils, se demande Walt avant de se ressaisir et de se convaincre qu'il a 3 atouts majeurs. Son jeune âge, son désir, et puis son frère Roy. Roy a 8 ans de plus que Walt et il l'a toujours protégé quand tous deux vivaient encore dans le foyer familial. Habitant désormais à Los Angeles, Roy invite Walt à le rejoindre.
À Los Angeles, Disney commence par travailler comme photographe indépendant. Mais il a toujours dans sa ligne de mire Hollywood et il se trouve désormais dans la même ville que cet Eldorado du cinéma. Dans l'Amérique des années 20, Walt Disney le pressent. Tout est à inventer dans la création animée. Le champ des possibles est immense et il y a donc une conjonction parfaite entre son désir et l'époque dans laquelle il vit. Il expédie la bobine d'Alice in Cartoonland à un distributeur de New York et reçoit en retour une offre séduisante. Réaliser 12 courts-métrages d'Alice payés 1 500 $ par épisode. Roy est bien plus pragmatique, sinon plus terre-à-terre que son jeune frère. Mais il se laisse gagner par son enthousiasme et tous deux décident de créer ensemble une nouvelle société. Les Disney Brothers Studios. Nous sommes en 1923, Disney a 22 ans, l'ascension commence. Finalement, c'est le schéma assez classique à Hollywood, des frères qui s'associent entre eux pour créer des studios de cinéma. Mais là, il se trouve vraiment deux qualités complémentaires. Walt sera le créatif et Roy sera le financier. Roy Disney, c'est vraiment le soutien permanent de Walt Disney, parce que c'est son aîné, parce qu'il croit en Walt Disney. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a souvent prêté à Walt Disney d'être un grand commerçant, un grand négociateur, un grand chef d'entreprise. En réalité, c'est son frère qui était un grand commerçant, un grand chef d'entreprise. Très souvent, Walt va plaisanter avec les journalistes là-dessus, en disant peut-être que Roy va m'autoriser, ne va pas m'autoriser. Enfin, moi, il joue beaucoup là-dessus, en disant en gros, c'est un peu l'enfant qui fait un peu des folies, et Roy qui va le gronder ou qui va lui dire non. Il y a ce côté-là, grand frère, qui revient très souvent dans leur relation, et Walt n'hésite pas à jouer avec ça. Les deux frères passent leur journée ensemble, achètent 2 maisons adjacentes et se marient presque en même temps. Walt épousant une employée du studio, Lillian Bounds, avec laquelle il vivra jusqu'à sa mort. Le succès est rapide et l'argent qu'il gagne en témoigne. Mais entre Roy, le gestionnaire, et Walt, le visionnaire, c'est Walt qui a toujours le dernier mot. Et en 1926, il décide d'ailleurs que le studio portera pour l'éternité un seul nom, le sien. Dans les années 20, c'est amusant parce que tous les studios d'animation ont des petites souris. C'est facile à animer, ça se promène partout, on peut inventer n'importe quelle histoire. Et comme il y a des souris, forcément, il y a des chats, il y a Crazy Cat, mais il y a surtout un chat, Félix le chat, évidemment. C'est surtout Félix le chat qui va l'influencer, parce qu'il voit dans les Félix le chat une invention, l'utilisation du dessin animé pour ce qu'il est de plus intéressant, c'est-à-dire la transformation par le mouvement, les métamorphoses, ce qui n'était pas le cas des autres dessins animés qui étaient beaucoup plus statiques et qui se voulaient être narratifs. En fin de compte, c'était un peu des bandes dessinées, filmées. Walt Disney a compris que le dessin animé, c'était un moyen beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant que simplement filmer des dessins. On est dans un univers assez contraint. Souris, chat. Disney, à la fin de la série Alice, se dit il faut absolument renouveler, parce que là, on en a fait trop. Et si on faisait un lapin? Et il va inventer Oswald. La grande évolution des dessins animés d'Oswald, c'est les scénarios de Walt Disney qui apportent des actions construites, cohérentes, avec un début, un milieu, une fin, ce qui n'existait pas avant. Avant, on était dans une suite de gags très rapides, mais il n'y avait pas de cohérence générale. Oswald le lapin est un personnage nouveau qui est créé par Disney, mais qui, comme c'est la tradition dans l'industrie du dessin animé américain, va appartenir au distributeur. Ce distributeur, c'est Charles Mintz. Et au cours d'une réunion à New York où Disney se rend sans inquiétude, il lui apprend tout de go qu'il a décidé d'exploiter lui-même les droits d'Oswald et d'évincer Disney tout en débauchant la plupart de ses dessinateurs. Anéanti, Walt n'a plus qu'à reprendre le train pour Los Angeles en se demandant si, comme son père, l'échec est sa seconde nature. Mais les fées qu'il fera un jour se pencher sur le berceau de Cendrillon se sont manifestement penchés sur le sien.
Sur le trajet du retour, le train passe par Marceline, la ville de son enfance. Comment n'y verrait-il pas un signe des dieux, sinon des fées? Marceline, son amour, son paradis perdu. Comment croire au hasard? Disney, créant sa propre légende, racontera toute sa vie que c'est ce jour-là et dans ce train qu'il a imaginé celui qui deviendra bientôt Mickey. En réalité, Mickey naîtra un peu plus tard et il aura 2 papas. Mais c'est en tout cas ce jour-là et dans ce train que Disney fera la preuve de son inaltérable obstination. Ah, bonjour, Cecilia. Comment ça va? Des années plus tard, interrogé par une petite fille française sur les raisons de sa réussite, il repensera à ce moment et à d'autres où il aurait pu sombrer corps et biens. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le secret de votre réussite? What is my secret? The secret of my success might be partly this, that I never actually would admit defeat. In other words, maybe I was what you might say naive enough to never know when I was licked. Goodbye. De retour à Los Angeles, Walt Disney ne se retrouve pas complètement seul. Rester avec lui, le plus ancien et le plus fidèle de ses dessinateurs, est aussi l'un des plus géniaux, Ub Iwerks. Il est revenu furieux à New York, il a cogité, il a noté plein d'idées, il a rejoint Ubiverse et pendant plusieurs après-midi, Walt Disney donnait des idées de personnages et Ubiverse faisait les dessins. C'est à 2 qu'ils se mettent à réfléchir à un personnage. Et en réalité, dire « Ah tiens, et si on faisait une souris ?» n'apporte rien de nouveau, puisqu'en des souris, il y en a déjà absolument partout. Sauf que le dessin que fait Ub, la main derrière la souris, est un dessin tellement fort, tellement lisible, tellement clair, que Disney dit « Mais oui, c'est absolument formidable. C'est à partir de ces dessins-là que je, Walt Disney, vais construire un personnage étonnant. » Pour son nouvel héros, que Disney avait imaginé appeler Mortimer, ce que sa femme Liliane avait d'emblée détesté, pour son nouvel héros, Disney rêve de produire un film qui restera dans les annales. Ce qu'il veut précisément, c'est réaliser un dessin animé avec une bande-son synchronisée, ce qui est aussi difficile que coûteux. Mais la musique comme le bruitage, Disney y tiendra mordicus jusqu'au bout. Steamboat Willie sort à Broadway le 18 novembre 1928. Comme tous les dessins animés de cette époque, c'est un court-métrage, 8 minutes, mais une pure merveille. Une révélation. Tout d'un coup, un dessin animé se met à exploser de l'écran. La petite souris chante, elle danse, tout d'un coup, elle devient très sympathique et forcément, c'est un personnage sur lequel on focalise. Mais ce qui explique aussi qu'on focalise sur Mickey, et cela en dit long sur le Disney de la fin des années 20, c'est que Mickey ressemble à l'origine à un working class hero, à un héros de la classe ouvrière. On ne le dit pas assez, mais Disney est ami avec Chaplin. Pour lui, sa petite souris appartient à la même famille que Charlot. C'est sinon un vagabond, du moins un prolétaire, un de ces millions de fils du peuple que la crise de 1929 va frapper de plein fouet. Walt, très jeune, est un grand admirateur de Chaplin et dans beaucoup de ses futures productions, on retrouvera cette patte-là. Et chez Mickey, il y a ça aussi, c'est-à-dire le petit qu'on considère assez peu, mais qui trouve toujours des moyens d'y arriver, de battre les plus forts, les géants, les méchants, etc. Et Chaplin, c'est un peu ça. Mickey est l'Américain qui rebondit dans tout ce qu'il fait. Donc, au moment où la crise de 29 arrive, Mickey, qu'est-ce qu'il fait? Mickey, on le voit, c'est un Mickey qui passe son temps au chômage. Et en fait, il rebondit. Alors, il a besoin d'offrir un bouquet de fleurs à Minnie, il prend un job, il perd son job, mais il a eu le temps d'acheter le bouquet de fleurs et il fait autre chose. Et les décors de ces cartoons et surtout de ces comics de Mickey, c'est l'Amérique de l'époque, c'est l'Amérique de Hopper, c'est l'Amérique de tous ces grands peintres, des photographes qui ont suivi les années de la Grande Dépression. Beaucoup de ces comics racontent des histoires de maisons hantées. Pourquoi? Parce que les maisons, elles ont été abandonnées, parce que elles ont été saisies, les gens les ont perdues. Donc Mickey, il va devenir un grand remède à la crise. C'est le personnage
toujours optimiste, qui s'en sort toujours, mais qui reste un petit finalement, parce que Mickey ne fait pas fortune, Mickey il ne trouve pas la solution à la crise. Il rebondit simplement, il garde son enthousiasme et heureusement il garde sa fiancée. Socialiste émérite, Elias aurait pu se réjouir d'être présenté par la presse comme le grand-père de Mickey, un quasi-camarade. Mais alors que l'Amérique encense et son fils et sa créature, lui reste de marbre. Tout en souffrant de cette froideur, Disney voit dans l'indifférence de son père la confirmation définitive de ce qu'il pressentait enfant. Il est bien l'antithèse de son géniteur, c'est à la fois son fardeau et sa chance. Commence alors à prendre forme l'idée que son destin est de corriger son enfance et de créer, grâce à Mickey, un autre monde que celui dans lequel tous les Elias de la Terre souhaitent enfermer leur fils. Madame Bovary, c'est moi, aurait dit Flaubert. Mickey, c'est moi, laisse entendre Disney. Il lui prête d'ailleurs sa voix dans les dessins animés et le considérant comme un associé, au même titre que son frère Roy, il n'hésite pas à l'inviter à ses signatures de contrat. Would you like to meet your new stars? I certainly would. Of course, you know this fella here, Mickey Mouse, you know. Hello, Mickey. Say hello to Mr. Aylesworth, Mickey. Hello, Mr. Aylesworth. How are you? En quelques années, Mickey est considéré comme un trésor national. D'un bout à l'autre du pays, on s'enthousiasme à chacune de ses apparitions, quelle qu'en soit la forme. Et Disney devient lui-même une véritable star. Plusieurs de ses nouveaux films, tels les Silly Symphonies, sont salués comme des chefs-d'œuvre bien au-delà des États-Unis. D'innombrables intellectuels, d'innombrables artistes voient en lui un génie, tel Eisenstein qui lui rend visite et n'hésite pas à le comparer à Lewis Carroll et aux plus grands créateurs. Ce qui est assez impressionnant quand on lit la presse, quand on lit aussi les livres qui sont sortis, c'est la fascination des intellectuels pour l'univers de Walt Disney. La métamorphose du dessin animé, le trait, le fait que le personnage de Mickey, justement, puisse jouer avec l'univers, la nature, les objets. Ça avait déjà un peu commencé avec Félix le chat, il y avait déjà quelques commentaires, mais là, Mickey provoque un engouement mondial et surtout de toutes les classes sociales, c'est-à-dire que n'importe qui trouve ça absolument extraordinaire. Il passe pour vraiment un innovateur, un créateur de génie, qui ose, qui fait des choses très ambitieuses. Beaucoup d'intellectuels, d'artistes s'intéressent à Disney. Ils vont essayer d'accéder au studio, de le rencontrer, d'échanger avec lui. On pense à Jean Cocteau en particulier en France, à Prokofiev qui lui aussi admire Walt Disney et il se dit qu'il aurait composé Pierre et le Loup en pensant qu'éventuellement Disney pourrait en faire un dessin animé, ce qui sera effectivement le cas un peu plus tard. La question se pose encore de savoir si Walt Disney est un intellectuel ou pas. Je pense que ça n'en est pas un, ou alors c'est un intellectuel refoulé. C'est-à-dire qu'il ne se veut pas comme un intellectuel, enfin, il se veut comme un raconteur d'histoire, et il a toujours peur de passer, alors qu'il est tenté par une culture plus élaborée, plus savante, il ne franchit pas le cap. C'est-à-dire, il ne veut pas qu'on le considère comme un intellectuel. Dans le même temps, le studio Disney est désormais the place to be, l'endroit où il faut être. Et ceux qui y travaillent se comptent bientôt par centaines. Pour tous ces employés, y compris pour ces dessinateurs qui font partie de l'aristocratie du studio, Walt est bien évidemment le patron. Un patron exigeant, sinon autoritaire, veillant à chaque détail, surveillant chaque rouage de la gigantesque machine qu'il a créée. Mais lui-même se voit plutôt comme un chef de clan. Un clan à qui certes il dicte à l'occasion ses ordres, mais avec qui il vit du matin jusqu'au soir et qu'il quitte tous les jours à la nuit tombée. Un clan dont les membres peuvent être raisonnables ou excentriques, peu importe, à partir du moment où il ne recule pas sur le chemin de son désir à lui. Son studio est révélateur du formidable obsessionnel qu'est Disney. Il le conçoit et l'organise comme un univers clos, comme un monde protégé, où le hasard n'a pas sa place, où tout doit être calculé, où la perfection est la norme. Disney s'inscrit de fait dans la lignée des utopistes du XIXe siècle, et même si le capitalisme reste sa boussole,
avec ce que cela suppose d'inégalité salariale, le Walt Disney Studio ressemble par certains de ses traits à un phalanstère, à une communauté repliée sur elle-même et où chacun, quelles que soient ses origines et ses opinions, doit concourir à l'ensemble. Le studio Disney dans les années 30, c'est un bouillonnement artistique, intellectuel, et effectivement, de tous bords. Il y a une énorme communauté européenne d'artistes, des gens qui fuient le nazisme et qui s'installent à Hollywood à cette époque-là. Donc il y a beaucoup de communistes, de gens de gauche, d'extrême gauche au studio. Et ça, Walt Disney s'en fiche complètement. Son studio à Hyperion était un endroit un peu fou, hein, avec des cabanes partout, avec des gens qui couraient dans tous les sens, une mixité totale. Le lieu lui-même représentait finalement ce bouillonnement imaginatif et créatif qu'était Disney dans les années 30. Et lui, il en faisait partie. Il était au centre de ce tourbillon. Joey Grant, qui était un des grands animateurs des studios, il me disait, en fait, un jour, il passe au-dessus de mon épaule et puis il dit on vit quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de communisme à la Jésus-Christ. C'est une parole de Disney. Donc, en fait, lui, il mélange tout. Et ce dont il rêve, c'est une communauté. Celle où on crée un groupe où tout le monde est concentré sur la réussite d'un film. Le génie de Walt Disney, c'est d'avoir su trouver des talents exceptionnels. Et en réalité, il les a choisis dans tous les domaines. Donc il a choisi dans la musique, il a choisi dans l'architecture, il a choisi dans la peinture, bien sûr, et même dans la mode. Donc c'est très intéressant parce qu'il a été chercher les meilleurs partout pour pouvoir former la meilleure équipe possible pour faire des dessins animés. Il y a une petite fille un jour qui visite le studio et qui lui demande « Alors c'est vous qui dessinez ?» Et Disney dit « Non. » « C'est vous qui écrivez les histoires ? Non. C'est vous qui réalisez ? Non. » Et du coup, la petite lui dit « Mais alors vous faites quoi dans ce studio ?» Et donc il lui répond « Je suis un peu comme une petite abeille qui va de fleur en fleur et qui butine et qui va voir les artistes les uns à côté des autres. » Et c'est là d'ailleurs le secret de la dite petite abeille, secret qui sans doute en surprendra plus d'un. Walt Disney n'a quasiment jamais dessiné de sa vie. À partir de 1923, lorsqu'il crée son studio à Hollywood, je n'ai connaissance d'aucun dessin de Walt Disney, si ce n'est des dédicaces. Ou avec une tête de Mickey, évidemment. Mais en réalité, Walt Disney n'avait pas de plaisir à dessiner. À partir du moment où il a eu les moyens de pouvoir engager des gens, il a arrêté de dessiner tout simplement. Il était très conscient des limites de son dessin, de sa qualité. Dans beaucoup de photographies de presse, il est avec un dessin de Mickey, avec un stylo, sauf que c'est pas lui qui a dessiné le Mickey. C'est juste pour la photo, c'est un animateur qui lui a fait le dessin. Il se met à côté, on prend la photo et il est avec ce dessin à côté. Lorsqu'il y avait des campagnes de publicité, de promotion, quand il était à faire des conférences, comme il ne pouvait pas très bien dessiner, un collaborateur prédessinait sur des grandes feuilles de paperboard les traits de Mickey pour qu'il puisse tracer par-dessus, comme ça, avoir l'air de pouvoir dessiner Mickey. S'il se rend compte que quelqu'un sait mieux faire que lui, il n'a pas de honte à demander aux autres de faire. Et ça aussi, je pense, c'est une de ses grandes qualités, de ne s'être pas arc-bouté sur des choses en disant « je suis capable de les faire », etc. Non pas qu'il est feignant, mais il dit « celui-là a plus de talent que moi pour le faire ». Et je pense que c'est une grande qualité de Disney d'avoir compris ses faiblesses, ses qualités, mais aussi ses défauts. Alors que son studio amorce au début des années 30 une décennie de rêve, Disney, 3 ans après la naissance de Mickey, s'effondre littéralement. Il connaît une descente aux enfers qu'il ne songe pas à nier, mais dont il préfère, publiquement en tout cas, ne pas expliciter la cause. In 1931, I had a hell of a breakdown. I went all to pieces. I cracked up. I just got very irritable. I got to the point that I couldn't talk on the telephone. I'd begin to cry. And the least little thing, I'd just go that way. À l'origine de cette dépression nerveuse, il y a la perte de son premier enfant pendant la grossesse de Liliane. Un deuil qui lui fait l'effet d'une déflagration subjective, lui dont le désir d'être père était au moins aussi vital que le désir d'être célèbre. Et Disney commence à douter de son équilibre général. D'autant plus que Roy, son frère, a son premier enfant et il se dit « mais pourquoi lui et pas moi ? Je suis l'homme le plus célèbre presque au monde et je ne suis même pas capable d'être heureux dans ma propre famille. » Donc un grand moment de doute.
un moment de doute qui ne durera pas. Il va partir en voyage, il va prendre cette décision de couper dans sa vie pour se dire, après ce voyage, on recommence à zéro. Ce nouveau départ, cette quasi-renaissance, Disney lui donnera très vite un visage et un nom. Ceux d'une jeune fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois d'ébène, Blanche-Neige. Walt fixe à ses employés un objectif a priori insensé. Réaliser cette fois un long métrage en dessin animé et un long métrage capable de concurrencer les plus grands films hollywoodiens. Et ce qu'il leur demande, c'est de provoquer par le dessin toutes les émotions possibles, la tristesse, la joie, la peur, la colère, et pas seulement le rire. Ce qu'il veut, c'est rivaliser avec la réalité. Et il va mettre pas moins de 4 ans pour y arriver. Blanche-Neige est un projet hors norme. Blanche-Neige, c'est tous les superlatifs, toutes les ambitions, tout ce qui a existé dans l'animation jusqu'à maintenant, qui va littéralement exploser. Le tout Hollywood surnomme le projet fou de Blanche-Neige et les 7 nains Disney's Folly, la folie Disney. Personne n'y croit, à part lui. Et surtout, on se pose la question, est-ce que les gens vont rester 1h20, 1h25 ? Est-ce que les couleurs vont pas être trop criardes au point de faire mal aux yeux ? Et surtout, est-ce qu'on va y croire ? Est-ce qu'on va croire aux 7 nains ? Est-ce que même on va pouvoir créer une émotion à la fin, bien sûr, avec la mort de Blanche-Neige ? Personne n'est trop sûr, mais Walt, lui, alors il est convaincu, il sait que ça va marcher. Et quand il présente son projet à ses animateurs en 1934, effectivement, les animateurs sont fascinés parce qu'il joue tous les personnages. On sent qu'il a tellement envie de faire ce film-là qu'on est prêt à tout. Et puis, on lui fait confiance parce que les courts-métrages sont des succès absolument incroyables. On est juste après Les Trois Petits Cochons, qui est un succès planétaire. On est à Mickey, qui continue sur sa lancée. Donc pourquoi pas faire un long-métrage ? Sauf qu'il y a les banques, évidemment, qui vont le cerner de toutes parts parce que le budget de Blanche-Neige explose au fur et à mesure des mois. Il est complètement dans le rouge et il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il déteste montrer un travail non fini. Mais Roy, son frère, lui dit mais non, je vais pas réussir à trouver d'autre argent, donc il faut faire venir les banquiers et qui se rendent compte de ce que tu fais, au moins, voilà, vends-toi. Parce que, voilà. Et effectivement, bon, ils auraient été complètement convaincus à la suite de ce qu'ils auront vu, mais c'était vraiment pas évident du tout. Et franchement, ça aurait pu être la fin du studio. Alors c'est arrivé souvent, hein, plusieurs fois le studio a failli fermer. Blanche-Neige, Disney l'a en effet en tête dans ses moindres détails. Il raconte chaque scène et s'amuse à les mimer avec une jubilation d'enfant. Il veut que les spectateurs soient aspirés comme lui de l'autre côté du miroir et qu'ils aient l'impression de vivre eux-mêmes dans le dessin. Le 21 décembre 1937, Blanche-Neige et les 7 nains est projeté pour la première fois à Hollywood. Les invités qui tremblent pendant la scène de la forêt monstrueuse pleurent au moment de la mort de la jeune fille. Pour Walt Disney, ses larmes sont sa récompense. Il a réussi à ouvrir un passage vers ce monde intérieur où vivent en chacun de nous les mythes. Cette fois, il parle non seulement aux enfants, mais à l'enfance, à ce moment si fugace où la frontière entre le réel et l'imaginaire est encore poreuse. Blanche-Neige sera le film des records, monopolisant les écrans, multipliant les produits dérivés, rapportant dès sa sortie des millions de dollars. Walt est couvert de récompenses et acclamé dans le monde entier comme le créateur d'un nouveau langage artistique. Il faut imaginer quand Blanche-Neige sort est projetée à New York, le New York Times dit que c'est un séisme cinématographique du niveau de Naissance d'une nation, de Griffith. Donc c'est pour voir comment l'intelligentsia, même new-yorkaise, considère Disney. On est passé des balbutiements d'un dessin animé noir et blanc tout à fait modeste à un long métrage totalement abouti en couleur. Et en réalité, le dessin animé ne va pratiquement plus évoluer pendant 50 ans. La méthode pour créer Blanche-Neige, c'est la même pour créer le Livre de la Jungle des années plus tard, le dernier film de Walt Disney. C'est ça qui est extraordinaire. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il a réussi à inventer, à mettre au point, avec tous ses collaborateurs, techniciens, artistes, une méthode qui permet de faire des dessins animés de long métrage avec une organisation impeccable. Cela étant, les détracteurs de Walt n'avaient pas tort. Il fallait être en partie fou pour mener à bien un tel projet.
Et c'est là que l'on peut saisir ce trait majeur de la personnalité de Disney. Bien plus qu'à Mickey, c'est à Donald qu'il ressemblait en fait. Oui, à Donald, l'être le plus délirant de sa galaxie, celui qui ne connaît aucune limite, qui ne respecte aucune consigne et qui suit toujours des logiques qu'il est le seul à comprendre. Donald est arrivé en fait parce que Mickey était victime de son succès. C'est-à-dire qu'il était devenu tellement célèbre que le public s'identifiait évidemment à lui, le public américain en particulier, et que dès qu'il faisait quelque chose qui était un peu trop osé, un peu trop audacieux, il y avait un flot de courriers qui arrivait disant « Comment pouvez-vous laisser Mickey faire ça? C'est pas normal, il devrait pas faire, etc. » Donc du coup, Donald est venu un petit peu comme un pendant pour dire « Moi je vais tout casser, je vais être le rebelle, le mauvais garçon, etc. qui s'en fiche, qui est pénible. » Et puis finalement, Donald est devenu de plus en plus célèbre et de plus en plus intéressant. Et ça, Disney en a conscience assez tôt. Et il va repérer le personnage de Donald, qui est un personnage secondaire, et il va l'extraire et il va dire, voilà, il faut un vrai personnage, quelqu'un qui pique des colères, et qui est menteur, qui est, je dirais, le côté noir de Mickey. Et du coup, c'est effectivement le personnage le plus attachant, celui qui permet d'aller le plus loin, bien plus que Mickey. Walt Disney se comprend entre Mickey et Donald. C'est-à-dire toute cette ambiguïté d'un personnage qui veut donner une image parfaite, pro-américain, des valeurs morales, et puis le côté qu'il ne veut pas montrer, qui est Donald. Il faut savoir que Walt Disney est extrêmement colérique, et c'est pas étonnant si Donald est lui-même colérique. Donc en fait, j'ai l'impression que ces deux personnages qui sont les plus importants de l'univers Disney pourraient être la somme finalement de Walt Disney lui-même. En 1938, Elias et Flora fêtent leurs noces d'or. En cadeau, Walt fait venir ses parents à Hollywood et avec son frère Roy, il leur achète une maison tout près de son studio. Curieusement, il se sent toujours redevable à l'égard de son père, qui ne l'a pourtant jamais soutenu. Et comme Donald à l'égard de Picsou, il se pense comme un perpétuel débiteur. J'aime bien l'idée que Disney avait une dette immatérielle envers son père, voire même une dette immatérielle envers le monde qu'il a tenté de régler toute sa vie, en fait. Je trouve ça assez juste, oui. Il y a une culpabilité énorme chez Disney, monstrueuse. Une culpabilité par rapport à son enfance, une culpabilité par rapport à ses vices, une culpabilité par rapport à ce qu'il avait au plus profond de lui, de dark. Walt Disney avait besoin de l'approbation de son père et jusqu'à la fin, il ne l'obtiendra pas. Lorsqu'il construit son studio en 1940, il y engloutit toute sa fortune, tout l'argent qu'il a gagné avec Blanche-Neige et il le fait visiter très fier à son père, homme austère qui ne lui a jamais rien dit de gentil. Et en fait, le père voit la réussite de son fils. Walt Disney, il est hyper fier de montrer ça. Et en fait, son père lui dit « Mais tu te rends compte, si tu fais faillite, qu'est-ce que tout ça va devenir ?» Et pour Walt Disney, ça restera un drame parce qu'en fait, il aura l'impression jusqu'au bout de ne pas avoir donné à son père ce que son père attendait de lui et même d'avoir indirectement été la cause peut-être de la mort de sa mère, qui était l'être qui était le plus important à ses yeux depuis des années. En effet, peu de temps après avoir installé ses parents dans leur nouvelle maison, sa mère mourra, intoxiquée au gaz. Mort qu'on ne peut s'empêcher d'évoquer quand on se demande naïvement « Mais pourquoi, dans les films de Disney, les mamans meurent-elles si souvent en abandonnant leur progéniture ?» Au début des années 40, alors que le monde s'enfonce dans la guerre, Disney quitte ses studios historiques d'Hyperion et inaugure à Burbank ses nouveaux locaux. Plus que jamais, il les conçoit comme un monde à part, rêvant même d'y construire un immeuble d'habitation pour que ses employés ne soient plus obligés de rentrer chez eux en fin de journée. Une ville dans la ville, avec station-service, bar, salle de sport, toujours ce désir étrange de créer un univers clos et réglementé, où le meilleur pourrait être produit par des êtres à la fois disciplinés et heureux. Hyperion, c'était organique. Ça a poussé comme une espèce de champignon dans la forêt. Burbank, c'était
C'était comme une carte mère en fait sur un ordinateur. C'était des cellules reliées avec des processus bien établis, avec des chaînes de commandes, avec des chaînes de production. Voilà, c'est vraiment une industrialisation, quoi. Je pense que ça partait d'un bon sentiment à la base. Je pense qu'il avait vraiment besoin et envie de donner à ses employés un endroit, un bel endroit. Mais à partir du moment où il a créé Burbank, Disney était quelqu'un de très très riche, il était déjà plus avec eux, il était déjà dans une autre sphère. Disney va grandir, va se lancer dans des projets de plus en plus ambitieux, des séries où toutes les semaines il faudra livrer un nouveau dessin animé. Et inévitablement, la famille grandit, Disney se retrouve un petit peu isolé avec ses quelques proches au sommet de cet empire, et en réalité, il ne se rend pas très bien compte que, au fond, son statut vis-à-vis de son personnel change. Et plus l'entreprise va grandir, et plus il va avoir de difficultés. Moins il va connaître les gens un, par leur nom. Et là, je pense qu'il n'est pas fait pour diriger une entreprise. C'est-à-dire, il est fait pour diriger une communauté de créateurs qui ont un seul objectif, c'est celui de créer un beau film. Les animateurs vont se plaindre que c'est plus la même ambiance. C'est un peu une usine. On croise plus Walt Disney. Certains même le connaissent même pas, ils l'ont même jamais vu. Alors que, évidemment, dans les autres studios précédents, tout le monde le connaissait. Même s'il faut qu'on l'appelle Walt et pas Monsieur Disney. Pour certains, ça devient très hypocrite et ça devient même du paternalisme. Et il ne comprend pas cette mutation. Il ne comprend pas que tout d'un coup, il devient un exploiteur. Il emploie des employés, et notamment des femmes, sur ce qu'on appelle les intervallistes, celles qui font les dessins sur les celluloïdes, qui sont sous-payées, c'est un travail taylorisé. Il ne voit pas ça. Il pense qu'il vit toujours dans cette communauté du départ, où on est très peu nombreux, où on est tous tendus vers un seul objectif. Et il pense que c'est encore ça. Coup sur coup, Disney sort 4 nouveaux films, 4 nouveaux longs métrages qui sont avec Blanche-Neige ses plus grands chefs-d'œuvre. Pinocchio, Dumbo, Bambi et l'incroyable Fantasia. Fantasia, c'est le grand œuvre de Walt Disney. C'était son rêve absolu depuis le début de sa carrière. Il a toujours envisagé que Fantasia serait son œuvre en mouvement, que Fantasia ne serait jamais finie. On est quand même dans la fin des années 30. Mickey n'est pas si vieux que ça. Et on passe des petits films de gag à ce film, une espèce d'ovni, quoi, où on a des images abstraites, des formes comme ça, des ondulations sur de la musique. En plus, musique classique. Musique classique, on n'y touche pas. Ça, c'est fait pour une certaine élite, etc. Et c'est exactement ce contre quoi voulait lutter Walt Disney. Il disait non, la musique classique, c'est formidable, mais il faut que ça touche tous les gens. C'est là que je pense qu'on peut qualifier Disney de vrai créateur. Son frère l'alerte. Attention, qu'est-ce que c'est ces musiques? Il faut imaginer, Stravinsky, quand même. L'oiseau de feu, c'est mettre ça dans un dessin animé, tout le monde dit que c'est de la folie. Lui, c'est un choix artistique. Il ne va pas transiger sur la qualité de la diffusion de la musique. Ça va coûter une fortune, le film ne marchera pas. Il s'en doute, et pour lui, il va au bout de sa démarche. On n'imagine pas aujourd'hui, dans une industrie aussi importante que le dessin animé, qu'on prenne un tel risque artistique. Disney le fait sans aucune hésitation. Et du coup, naît une idée incroyable. À l'époque, on parle beaucoup de Salvador Dali. Salvador Dali qui était dans les années du muet, dans Le Chien andalou, dans tous les films d'avant-garde, très artistiques. C'était un peintre extraordinaire. On en parlait un peu à Hollywood. Disney se dit, je vais confier à Salvador Dali, qui ne connaît rien à l'animation, la réalisation du prochain dessin animé de Fantasia. Hélas, le projet sera abandonné après quelques essais et le premier Fantasia restera comme la dernière statue de l'armée d'argile de Disney, l'un des derniers témoins de son âge d'or. Car à n'en pas douter, les années 40 marquent une césure radicale dans sa vie et son œuvre. Financièrement, les années de guerre sont une période particulièrement difficile pour Disney, les ventes de billets ne suffisant plus à couvrir les phénoménales dépenses de sa société. Mais c'est à l'intérieur même de son entreprise que le pire se produit. Impossible, impensable, insensé. Ses propres salariés, souhaitant se syndiquer, se révoltent. Et pas seulement les innombrables petites mains, exploitées, méprisées, vouées aux tâches les plus ingrates et les plus répétitives. Non, se soulèvent également ses dessinateurs, les stars de son studio, les véritables tailleurs de pierre de sa cathédrale personnelle. Les regardant défiler devant lui, Walt n'en croit pas ses yeux. Manifestations, pancartes, tracts, piquets de grève. Burbank
ne ressemble plus en rien au monde magique que le signifiant Disney devait incarner. Entre Blanche-Neige et Pinocchio, Frankenstein venait de se glisser dans cette histoire. La créature dressée contre son créateur. Il ne comprend pas qu'on puisse faire grève, surtout chez lui. Et pour lui, c'est une trahison. Et il va être extrêmement maladroit dans la gestion de cette grève, parce qu'il ne la comprend pas. Disney, du jour au lendemain, va se dire, finalement, ce personnel-là, c'est une bande de gauchistes, c'est une bande de gens qui ne veulent que revendiquer, qui ne se rendent pas compte de la grandeur de mes rêves, de la grandeur de ce que je construis, et donc s'ils ne veulent pas de moi, je ne veux pas d'eux. La grève de 41, c'est juste l'empêcher de faire des films. Lui ne voit que ça. Il ne voit que ça, et il va devenir farouchement anticommuniste, parce qu'il est persuadé que les communistes ont infiltré son entreprise et sont là pour couler son entreprise. Donc il va les détester. Mais c'est juste parce qu'il pense que ça nuit à la réalisation et à la qualité de ses films. Disney révèle sa plus grande faiblesse, son incapacité à s'identifier à tout autre qu'à lui-même ou qu'aux enfants, ses alter ego. Et à partir de cette grève de 1941, plus jamais il ne se sentira en symbiose avec son studio. Et plus jamais il ne prendra le même plaisir à créer des dessins animés dont il va du coup se détourner peu à peu. Une demande du gouvernement tombe alors à pic. On propose à Disney de partir en Amérique latine et de devenir porte-parole officiel des États-Unis. Il faut dire qu'il avait gagné ses galons de patriote dès le début de la guerre. Opposé dans un premier temps à l'engagement des États-Unis dans le conflit, il s'était personnellement impliqué dans le combat contre les nazis. Let's go with Navy Project 648, Sequence 1. Let her roll. Ouvrant grandes les portes de son studio, il travaille quotidiennement avec les militaires américains et ses personnages deviennent les héros des films de propagande. Well, now what are you going to do? Spend for the Axis or save for taxes? Just remember, every dollar you spend for something you don't need is a dollar spent to help the Axis. Taxes to bury the Axis. Au sortir de la guerre, Disney est un autre homme. Alors que les États-Unis vont connaître l'une des périodes les plus sombres de leur histoire, le macartisme, il n'hésite pas un instant à se ranger du côté de ceux qui broient la démocratie américaine. Bourgeois triomphant, clairement réactionnaire, il accepte même d'apparaître publiquement comme un agent du FBI. C'est ainsi qu'il témoigne en 1947 à la Commission des activités anti-américaines, dénonçant plusieurs des grévistes de son studio dont il voulait se venger. He evidently heard that I had called them all a bunch of communists, and I believe they are. And at a meeting, he leaned over and he said, you think I'm a communist, don't you? And I told him that all I knew was what I'd heard and what I'd seen. And he laughed and said, well, I used their money to finance my strike of 1937. Un peu avant cette délation publique, Disney avait déjà franchi une ligne rouge aux yeux d'une partie de l'opinion publique en produisant Mélodie du Sud. With Uncle Remus. How do you do? Cette adaptation d'un livre qu'il adorait enfant, tout en comportant des moments d'animation, est son premier long métrage avec des images réelles et de vrais acteurs. L'histoire se déroule dans le sud des États-Unis, après la guerre de Sécession, et dépeint une relation idyllique entre les Blancs et les Noirs, entre les maîtres et les esclaves, qui chantent gaiement dans leurs jolis champs de coton. L'indignation est générale, et les associations de défense des droits civiques
accuse Disney d'avoir glamourisé l'esclavage. Disney, qui par naïveté, aveuglement ou provocation, organise la première de son film à Atlanta, en Géorgie, État raciste qui interdira aux comédiens noirs d'assister à la première de leur propre film. So long, Uncle Remus. Sure hope you knows what you was doing. Sans aucun doute, Mélodie du Sud a contribué pour une grande part à la légende noire de Disney. Légende noire alimentée également par les stéréotypes antisémites qu'on retrouve dans plusieurs de ses premiers dessins animés, comme dans cette version des Trois Petits Cochons, où le grand méchant loup est antipathique comme il se doit, mais représenté sous les traits d'un colporteur juif caricatural à l'accent yiddish prononcé. Et puis, il y a surtout les liens que Disney est supposé avoir entretenus avec les nazis, accusations tenaces mais fausses et reposant sur un singulier malentendu. C'est Goebbels qui écrit dans son journal que Blanche-Neige est pour lui le film le plus merveilleux qu'il ait jamais vu. Et les nazis sont fascinés par Disney, sont fascinés par le cinéma en général, mais Disney étant l'absolu de l'animation, ils vont tout faire pour que Blanche-Neige soit projetée en Allemagne. Et c'est là où Disney ne veut pas que Blanche-Neige soit projetée en Allemagne. Or, les Allemands ont déjà commencé une version allemande, et il y a une version allemande qui existe, mais qui ne sera jamais projetée, sauf pour Hitler. Et Hitler adore Blanche-Neige, tant et si bien qu'ils ordonnent la création de la Deutsche Zeichenfilm, qui est une société allemande de dessins animés. Et la feuille de route de ce studio, c'est de faire des dessins animés à la Walt Disney. Et du coup, on va prendre les cartoons de Disney, on va les mettre image par image pour les recopier, pour comprendre le secret de l'animation Disney. On peut reprocher à Disney certaines prises de position, notamment au cours du macartisme. Enfin, c'était quelqu'un qui n'était absolument pas d'extrême droite, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne le crois pas fascisant, je le crois totalement étranger à tout ce qui est politique. Voilà. Et quand il s'en mêle, en effet, il fait plutôt les mauvais choix. En tout cas, il fait ceux qui correspondent à son époque et à son statut, mais jamais au-delà de cette limite. Alors, je crois vraiment à un fort conservatisme, mais pas au-delà. Quoi qu'il en soit, les États-Unis de la fin des années 40 ne tiennent pas rigueur à Disney de ce que lui reprochent tout au plus quelques intellectuels. Et Walt, qui depuis 1933 est le père de Diane et depuis 1936 celui de Sharon, qu'il a adopté, devient même le père de l'Amérique tout entière. Pour des millions d'enfants, Disney sera Oncle Walt, un personnage imaginaire au même titre que Mickey, ce qui l'amènera progressivement à contrôler son image comme si sa vie elle-même était scénarisée. C'est une image qui apparaît surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et qui sera renforcée par ses apparitions à la télé. Lui-même se dit « Oh là là, c'est une image qui est parfaite, quoi. Il faut que je sois ce Walt Disney-là pour les gens. » Et c'est vrai que ça correspondait finalement moyennement à ce qu'il était en réalité, quoi. Le Walt Disney qu'on connaît, c'est pas le vrai Walt Disney. Le Walt Disney qu'on connaît, c'est une image, c'est une marque. Le Walt Disney, le vrai, c'est il fume, il boit. C'est pas du tout le personnage qu'on veut présenter. Donc il y a ça aussi entre le personnage qu'il s'est lui-même forgé et qu'il joue, en quelque sorte, devant le public, et puis le personnage qu'il est aussi en privé. C'est étonnant, dans ces films de famille, on voit bien qu'il est filmé un peu dans l'idée « Ah, ça ce sera des archives pour plus tard, pour raconter qui était Walt Disney ». C'est absolument incroyable à quel point il y a un contrôle de l'image de Disney. Chaque geste de sa vie est en réalité prévu. Quand on le voit s'amuser dans les studios Disney avec ses enfants, etc., c'est amusant. Sauf que quand il prend son vélo et qu'il roule avec, c'est bizarre, la caméra se met à se déplacer en travelling. Une caméra en travelling, ça se prévoit. Il faut qu'il y ait un travelling avant. Donc ça veut dire qu'en réalité, il a déjà prévu qu'il y aura un travelling. Donc ça veut dire que ce geste qu'il fait à vélo n'est pas un geste spontané, c'est tout prévu. C'est d'ailleurs probablement le plus angoissant en réalité. C'est qu'il n'a pratiquement pas de liberté. Disney est un être contraint de la seconde à laquelle il se réveille à la seconde à laquelle il se couche. Disney sera l'acteur de la vie de Walt Disney. Diane, donc sa fille, lui pose la question, alors que je ne sais plus, elle a 7-8 ans, elle lui demande s'il est Walt Disney, le vrai Walt Disney. Il répond oui, bien sûr, je suis ton père, tu sais bien que je suis Walt Disney. Et elle lui demande un autographe. C'est-à-dire que pour elle, il y a deux personnages, mais il y en a un, son père, mais qu'elle voit peu,
Et puis il y a Walt Disney qui est déjà, au moment où elle grandit, très célèbre. Ses enfants ont gardé une sorte d'admiration, mais avec une sorte de distance. Quand j'ai rencontré Diane Disney, effectivement, elle parlait de son père comme une sorte de personnage de légende, et on avait un peu de mal à comprendre que c'était son père, en réalité. Avec Cendrillon en 1950 ou Peter Pan en 1953, les équipes de Disney prouvent qu'elles sont toujours capables d'émerveiller le monde entier. Mais Walt, lui, ne s'intéresse plus vraiment à tout ça. Il souffre au quotidien de douleurs physiques, se sent de nouveau déprimé et il cherche désespérément un exutoire à son angoisse. Le premier qu'il invente est ce que tout enfant appelle un doudou et les psychanalystes un objet transitionnel. L'objet transitionnel permet à l'enfant de trouver autour de lui une présence rassurante, semblable à celle de sa mère. Disney décide de s'offrir un doudou à taille d'homme. C'est drôle, hein. Dans Citizen Kane, Orson Welles fait le portrait d'un homme ultra puissant qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de retrouver la luge qu'il avait quand il était gamin. Eh bien, Disney, lui, son rêve, il a une forme, un petit train à vapeur. Ça peut paraître dérisoire, c'est un jouet de milliardaire évidemment, mais dans sa toute-puissance, Disney va accéder à son rêve en disant « Je vais construire mon petit train ». Un train modèle réduit, mais sur lequel il pourra monter. Et où le construit-il ? Dans une reproduction de la grange de son enfance, bâtie derrière sa maison. Un train et Marceline, les deux marqueurs de son enfance évanouie. Et miracle, le train réveille en lui la flamme endormie, mobilisant de nouveau son énergie. Trônant fièrement sur sa locomotive, roulant des heures entières sur son circuit, il reprend goût à la vie et conçoit alors un deuxième exutoire à son angoisse, un spectaculaire terrain de jeu cette fois. Disneyland. 30 ans plus tôt, il avait plongé une petite fille en chair et en os dans des dessins animés. Cette fois, il a voulu aller plus loin qu'Alice dans la traversée du miroir et s'immerger avec des centaines de milliers d'autres personnes dans un monde imaginaire, semblable à Peter Pan, entraînant Wendy et ses frères à Neverland, cette île merveilleuse où existe la perfection qu'on recherche en vain sur Terre, ce monde voué à la jeunesse où vivent les garçons perdus, ceux qui sont tombés de leur landau et que personne n'a réclamé au bout de 7 jours. Comme à l'ordinaire, plus proche du capitaine Crochet que de Peter Pan, ces banquiers avaient jugé le projet irréalisable. Mais une nouvelle fois, Disney n'en avait eu cure, réussissant à obtenir le soutien d'une puissante chaîne de télévision, ABC, qu'il avait convaincu de financer en grande partie le parc, lui promettant en échange de se transformer en animateur et de présenter lui-même des dizaines d'heures d'émissions. Mickey and I started out the first time many, many years ago. We've had a lot of our dreams come true. Now we want you to share with us our latest and greatest dream. That's it, right here. Disneyland. Walt Disney exulte. Il a enfin inscrit dans le réel sa vision idéalisée de l'enfance et plus généralement du monde. Le parc fourmille de références à Marceline, mais aussi à l'Amérique enchanteresse, harmonieuse et pacifiée dont il a toujours rêvé. On est dans l'idée d'une réassurance, d'un réconfort, d'un bonheur. On est dans une éviction de tout ce qui pourrait paraître bizarre et étrange. Donc on est véritablement dans une esthétique qui a été pensée souvent comme d'une certaine manière anti-moderne, le moderne ayant mis en avant l'étrange, le bizarre, le fantastique, le petit décalage par rapport au quotidien. Ici, on est vraiment dans cette esthétique d'un réenchantement du quotidien une fois qu'on a traversé les portes du parc. Il replie la réalité à l'intérieur de son parc. D'ailleurs, John Hench, qui était son henchman, donc son sbire principal, l'architecte vraiment des parcs, avait inventé un système pour briser la ligne d'horizon. C'est-à-dire que l'horizon n'existe pas à Disneyland, l'horizon est sous le parc et il a créé une ligne d'horizon artificielle qui est représentée par les buildings et les arbres. Quand on en est à briser l'horizon, c'est que là, on a un vrai problème, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de faire des boules de... c'est comme des boules souvenirs, en fait, quoi. Et ces boules souvenirs, c'est des bouts de lui, comme ça, qui mettaient, peuplaient et repliaient la réalité à l'intérieur. Et c'est lui partout.
C'est quelqu'un qui veut créer des mondes clos. Une des premières choses qu'il dit, c'est « je veux cette ceinture, ce train qui englobe et qui va évidemment desservir un certain nombre des aires du parc, mais qui va aussi signifier la clôture, le monde clos ». Donc il y a cette idée d'une utopie, d'un monde clos, refermé et autosuffisant. Dans ce monde clos et autosuffisant, Disney accueille les personnalités les plus prestigieuses, y compris les chefs d'État du monde entier. Sa popularité est au maximum, tout le monde le connaît parce qu'effectivement, il est tous les dimanches à la télévision et on l'appelle Oncle Walt, c'est l'oncle de la nation américaine. Et donc on l'approche et on lui dit « mais pourquoi vous ne faites pas de la politique ?» Et il répond « mais pourquoi voudriez-vous que je fasse de la politique? Pourquoi voudriez-vous que je devienne gouverneur alors que je suis déjà roi de Disneyland ?» Et au-delà de la boutade, la phrase, elle est signifiante parce qu'en fait, être roi à Disneyland, ou en tout cas diriger Disneyland, c'est pouvoir faire exactement ce qu'il veut à Disneyland. C'est choisir la largeur de la route, des trottoirs, c'est décider de la hauteur des maisons. Et ça, c'est quelque chose que, même dans une démocratie, personne n'a jamais un pouvoir tel qu'il peut décider de tout pour la vie des gens. Et chez Walt Disney, c'était important, à un moment, quand vous entriez dans Disneyland, il fallait que tout soit sous son contrôle. Petit détail très important, dans les parcs d'attractions, les personnages, vous les voyez, Mickey, Dingo, etc., c'est interprété évidemment par des figurants, ces personnages n'ont pas le droit de parler. Jamais. Vous les verrez vous prendre par les bras, ils se prendront en photo, etc. Mais l'univers de Disney est tellement contrôlé que la parole, c'est lui, c'est la société Disney, les personnages ne sont que des apparences. Lorsque le terme de Disneyfication arrive, il arrive déjà avec une connotation un peu péjorative. Cette idée finalement que ce monde englobant est un monde aussi où le visiteur est considéré avant tout comme un consommateur et où finalement la liberté qu'on lui offre est une liberté très, très contrôlée et très conditionnée. Le parallèle entre l'île des plaisirs dans Pinocchio avec les enfants qui se transforment en ânes et Disneyland, pour moi, il est très clair. À un moment donné, il tombe sur ce renard et ce chat qui l'emmènent sur Pleasure Island, qui est une île en fait où les enfants qui ont fugué, les enfants qui sont dans la rue, les enfants de pauvres, les enfants brigands, tout ce qu'on veut, finissent. Et c'est un endroit magique où les enfants sont rois. Sauf qu'il y a un prix à payer pour être enfant roi, c'est qu'à un moment donné, on se transforme en bourrique. Et d'ailleurs, il y a cette scène absolument terrifiante. C'est la scène où on voit la transformation du pote de Pinocchio en âne sur le mur, en ombre chinoise. C'est terrifiant. Et ils se transforment en ânes et après ils sont mis dans des cages en fait et ils sont emmenés pour servir d'esclaves dans des mines. Bon, c'est littéralement un parc d'attraction dans Pinocchio. Hein. C'est littéralement un endroit où on transforme les enfants en abrutis et en esclaves. Consciemment bien sûr, transformer ses visiteurs en esclaves, ce n'était pas ce que souhaitait Disney. Lui pensait au contraire qu'en les protégeant du réel, il préparait au mieux les Américains et tous les autres habitants de la Terre à vivre dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, les États-Unis y pensent et l'on voit apparaître ici ou là des villes du futur comme Levittown où Disney se rend à plusieurs reprises. Des villes nouvelles, des maisons modernes où la télévision est reine et le plastique un demi-dieu. Et si, ne se contentant pas de créer un parc d'attractions où l'on ne fait que passer, Disney préparait lui aussi le monde de demain, en créant une cité idéale où l'on s'installerait pour y être heureux pendant plusieurs décennies. Disney appelle cette dernière folie Epcot, un acronyme à la hauteur de son ambition. En français, prototype expérimental de la communauté du futur. Et c'est donc une ville, une vraie ville de 20 000 habitants, une ville d'ailleurs qui est très inspirée de ces parcs d'attractions, avec des zones, des endroits pour habiter, des endroits pour travailler, des zones pour le divertissement. C'est une ville piétonne, ou en tout cas la circulation automobile s'effectue en sous-sol. Et c'est une ville futuriste, marquée par les nouvelles technologies, dont le centre est surmonté d'un dôme géant dans lequel le climat est contrôlé. Donc c'est une ville qui se veut modèle, c'est une ville qui se veut une sorte de contre-modèle du développement délirant des villes américaines dans les années 50 et 60. Et c'est une ville évidemment qui se veut à l'écart de tous les problèmes de la société américaine de la période.
Dans cette ville modèle, Walt Disney voulait essentiellement de jeunes actifs, on va le dire, je suppose, blancs. Donc on est tout de même dans l'Amérique des années 50 et des années 60. Walt Disney ne souhaitait pas en effet de retraités, il souhaitait essentiellement des familles, de jeunes parents. Donc on est en effet très loin d'une ville représentative de la diversité de la société américaine. Epcot, la cité du bonheur, remplie d'Américains productifs et disciplinés. Epcot, un monde sous cloche, protégé des intempéries comme de la méchanceté et de la violence. Epcot, c'était le moment où s'est formée la première idée d'alliance entre les puissances de l'imaginaire et la société répressive. Et c'est la mise au pas, finalement, de la société civile par l'imagination. Et donc c'était la synthèse de la propagande américaine et de l'organisation de l'imaginaire par Walt Disney. Epcot, la dernière utopie de Walt à laquelle il tiendra jusqu'à sa mort comme à la prunelle de ses yeux, parce que ni Blanche-Neige, ni Fantasia, ni Disneyland, ni aucune de ses créations n'avait jusqu'alors réussi à apaiser le désir qu'il avait en lui d'un autre monde. Les derniers jours de sa vie, presque même les dernières heures, il est allongé sur son lit à l'hôpital. Il est très très faible, mais il est en train de travailler sur ce qui devait être son plus grand rêve. Et donc il fait installer sur le plafond de la chambre le plan masse du futur Epcot. Et quand son frère vient le voir, Roy, ou sa femme, ses filles, et avec le bâton, il indique sur le plafond des endroits où il y aura telle chose, où il y aura des bureaux, où il y aura ces zones-là. Et à un moment, il désigne un endroit spécifique. Et lorsqu'on lui demande ce que c'est, il dit c'est le banc où Liliane et moi, nous irons nous asseoir quand Epcot sera terminé pour voir passer les gens. Sur ce banc, jamais Disney ne viendra s'asseoir. En octobre 1966, il se sent mal. Il est essoufflé, n'arrive plus à respirer. Les médecins découvrent une masse au niveau du poumon. Lui, le fumeur invétéré, qui avait toujours enchaîné frénétiquement les cigarettes quand il était en création, et il était tout le temps en création, a un cancer. Il est âgé de 65 ans, il se veut optimiste, mais le pronostic est mauvais. « 14 décembre 1966. La nuit tombe, et comme chaque soir, c'est l'heure pour la belle au bois dormant de fermer les yeux et pour le parc de s'éteindre. Mais cette fois, à l'hôpital Saint-Joseph de Burbank, c'est aussi le moment pour Disney de s'effacer. Quelques mois plus tôt, John Lennon avait fait scandale en affirmant que les Beatles étaient désormais plus populaires que Jésus-Christ. Il n'avait pas pris le risque de se comparer à Disney ou à Mickey, et il avait bien fait. L'ascendant de la petite souris et de son créateur était autrement plus fort que le sien. Et on en mesure encore les effets, 120 ans après la naissance du petit fermier de Marceline, qui passa sa vie à rêver et à monter dans des trains pour fuir la réalité.